depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast de Chaise de Métal, le podcast de l'autre par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Allô! Parfait, on a 30 secondes. Non, Mais voyons. Je me mindais comme Ken Shamrock sur YouTube. J'ai pas crié, par exemple, parce que j'ai un peu plus de décorum que lui, mais quand même. pour ceux qui m'aiment pas, puis pour ceux qui aiment dans la vraie vie, ben, allez vous faire il n'y en a pas aujourd'hui. Puis bon, après ça c'est ma victoire, puis ça, c'est la vôtre. Mes lunettes sont pétées, fait que... Ben là, il n'y a personne qui est content de tout ça, là. Ben oui, je suis sûr que oui. Ben, il n'y a personne qui est content, il n'y a personne qui est en crise non plus, parce que... Non, c'est ça. Le monde s'en crisse. Ouais, c'est ça. on le voulait pas, mais tant mieux, c'est arrivé à lui. Genre, c'est plate. Ouais, c'est plate. Ouais. Fait que j'ai mes petites notes, m'a grossé ça à 30. Ouais, 30% de plus que d'habitude. Character. Ouais. Fait qu'on est déjà rendu au mois de mars. Biographie du mois de mars. L'homme le plus dangereux de la planète à son époque, Ken Shamrock. Parce que là, c'est plus lui le plus dangereux de la planète. C'est qui le plus dangereux de la planète à cette heure? Je sais bien pas. Faudrait savoir, c'est qui. Là, je parle de ceux qui n'ont pas d'armes, là, parce que ceux qui ont des armes, c'est un peu eux autres. Là. D'après moi, ça va sûrement être Trump, j'imagine. Ah, ouais. Il n'y a pas d'armes, mais il contrôle les armes. C'est ça. Il y en a assez dans sa tête pour contrôler bien les affaires. C'est ça politique, un matin. Oui, 100% de politique. C'est ça, on arrive au WrestleMania Season, évidemment, dans nos podcasts. Fait que ça s'en vient, mais avant ça, on a un gros mois de mars. Puis avant de commencer la biographie, ben c'est ça, le dernier pay-per-view, le dernier rétro-review, je veux dire, qui a été mis en ligne dimanche passé, c'est In Your House 3 Triple Air. Donc, avec, entre autres, Shawn Michaels et Diesel dans le main event. Donc, les champions par équipe. Il va y avoir le SmackDown, le premier SmackDown télévisé, 26 août 1999. Ça va être la semaine prochaine, évidemment. TNA Unbreakable avec le fameux match Samoa Joe AJ Styles et Christopher Daniel. Un match que tout le monde a adoré, même encore aujourd'hui. Nouvelle génération. Et à travers la table, 20h30 sur Twitch, Facebook et YouTube. Évidemment, on vous avait promis des gros invités. Sachez aussi que, oui, on va être live, mais qu'il va y avoir une ou deux entrevues qui vont être pré-tapées dû à la disponibilité des invités. Donc, c'est ça. On va mettre les entrevues. On va être là, mais on ne sera pas là pendant les entrevues parce qu'on va déjà être enregistré. On l'a déjà fait par le passé. Fait que, on va être aux toilettes pendant ce temps-là, nous autres. En même temps. Ouais. Pas la même, par exemple. Et si jamais, par hasard, on a une entrevue qui dure plus qu'une heure parce que c'est trop bon, peut-être qu'on mettra le podcast tout seul, l'entrevue tout seul séparément. Parce qu'une heure, c'est quand même long. Puis je suis en train de checker rapidement, j'étais curieux, pour l'homme le plus dangereux au monde en ce moment, mais c'est pas pour les mêmes raisons, je pense que Ken Shamrock l'était à l'époque. C'est quoi? C'est plus pour des affaires de bombes, tout ça. Là, mais moi, je vois Mojtaba Kamene. C'est lui le plus dangereux au monde, apparemment. Ah ouais? C'est lui? Ouais. Ah ouais? Je savais même pas c'était qui avant que tu le nommes, pour vrai. Fait qu'on ne saluera pas parce qu'il mange la viande. Bref. C'est qui? Ouais, t'aurais pas dû dire ça, là, qui mange la viande. Ben là, il n'écoutera pas le podcast quand même. Oups, on a cogné à ma porte. ben, si tu as nommé son nom, dis-toi qu'il va être dans les feeds du podcast. Ouais, ben, j'ai nommé tellement tout croche, je serai peut-être pas là non plus. Là. On ne le nommera pas une deuxième fois. C'est ça la joie, de pas dire mot comme du monde. Et bref, on parle pas de Mathieu Lajoie ici, là.
l'arbitre de la GPW. Ah, ouais, Mon ouais, ancien ouais. chum de bridge. Ouais, que t'as dompé quand t'as eu les meilleurs chums de bridge. Toujours de même. Il faut que tu te tiennes avec les meilleurs pour être meilleur dans le but, puis lui, il est plus des meilleurs. Ouais, c'est ça. Un vrai nez brun. Bref! Oui! On fait du chemin là-dessus. Ken Shamrock, t'es prêt à entamer la biographie de Ken Shamrock, âgé présentement de 62 ans, mon cher TJ. Donc, Je suis dans ma zone, je suis correct. oh, yes! Ken Shamrock, évidemment, qui est né en 1964, le 11 février, 2 jours avant ma fête. Donc, un petit verso, Ken Shamrock, ça explique peut-être ses problèmes mentaux. Pas dire que toutes les versions ont des problèmes mentaux, Mais non. mais quand même. Un ancien champion des Mixed Martial Arts, MMA, UFC, entre autres. Ça, lui, son temps est un petit peu avant que Bellator arrive pour les connaisseurs de Mixed Martial Arts. Un petit peu avant que Bellator rentre dans le portrait des arts martiaux mix. Évidemment, on va vous parler des arts martiaux mix aujourd'hui au podcast parce que Ken Shamrock, c'est beaucoup dans sa carrière, mais je ne rentrerai pas dans les détails des arts martiaux mix de la UFC parce que c'est vraiment pas mon domaine. Je ne suis pas un gros fan en tant que tel de la UFC, même si j'ai déjà écouté quelques événements dans le passé, puis je connais les gros noms du marché, mais vraiment, vraiment pas mon domaine. Je ne suis pas un fan de UFC à la base, à part quand c'est gratuit puis que quelqu'un me force à l'écouter. Moi non plus. Je suis un peu plus fan que toi, peut-être un peu. Pas beaucoup, là, remarque, là, mais on aurait dû amener Dave pour ça. Il aurait été bon là-dedans. Il a été très bon là-dedans, mais on n'avait pas 2 heures pour le podcast. Fait que... Non, c'est ça. Puis oui, ça fait plus que 2 heures qu'on essaie de le chercher pour on le trouve pas. Fait que, voilà. Ouais, 2 heures ou 2 ans, t'as dit? 2 heures, ben c'était pas le C'est plus 2 ans. Ouais, c'est ça. Ben moi, je sais il est où, là, mais... Ouais, c'est ça. Salut Dave, c'est le podcast. Salut, ouais, exact, salut. Fait que c'est ça. Donc, il n'y a pas eu une enfance facile non plus. Notre ami Ken, je suis notre ami, là, c'est pas vraiment notre ami, mais je veux juste pas qu'il me casse la gueule. À 62 ans, il est encore capable. Ouais, surtout qu'il va popper des affaires que tu t'as dit son nom. Là. Ah ouais, lui, je l'ai dit comme il faut, fait que ça se peut que... Plus facile un peu. Ouais, pas mal. C'était qui déjà l'autre? Je sais pas, je dirais pas. C'est pas. Ah, ok, parfait. Le gars, il cherche des vues, mais il cherche des problèmes. Tu verras pas longtemps tes vues, je pense, si tu continues. Non. Ken Shamrock qui est parti de chez eux à 10 ans. Puis, tu sais, c'est malade parce que quand il était plus jeune, il a été stabé par un autre jeune homme à 10 ans, fait qu'il s'est sauvé. Tu sais, une petite jeunesse tranquille, là, t'es en train de jouer au PlayStation, tu peux stabber. Ouais, les pierres à feu le midi, puis un stabbing l'après-midi. Parfait. Exact. Puis, quand il y avait, dans le fond, c'est ça, non, il s'est fait attaquer à 10 ans par un autre enfant. Puis il a fini à l'hôpital, évidemment. Quand tu te fais stabber, c'est jamais le fun. Puis son beau-père, à 13 ans, le kick out de la maison. Puis lui et ses frères sont comme partis de la maison et se sont occupés d'eux autres comme ils pouvaient. Shamrock a passé quelques semaines, quelques mois même à dormir dans des autos. Des fois, il ouvrait des chars ou il volait des chars, puis il dormait dedans pour, évidemment, quand il fait plus frais la nuit, il faut qu'il se trouve un... Ça, c'est pas fun de dormir dans un char tout seul. C'est pas le fun, ça. Ben, au moins, quand le char est tatoué et que tu sais que tu as une maison après ton char, c'est correct, là, mais... Je sais, mais quand même. C'est pas le fun de dormir dehors dans un auto. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Puis, il y avait souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il se promenait avec des couteaux parce qu'évidemment, il avait été traumatisé aussi de se faire poignarder à 10 ans. Fait qu'il il traînait avec des couteaux pour se défendre. Puis, comme je disais, il dormait dans les autos. Puis, il a aussi, évidemment, il a aussi été dans une école juvénile pour enfants abandonnés, là, donc orphelins, qu'on dit. Donc, souvent, il a fait plusieurs groupes à partir de l'âge de fin 13, début 14, plusieurs groupes d'orphelinat en Californie. Souvent par des problèmes de comportement, parce que ça ne fitait pas pour lui. Il faut savoir aussi que les orphelinats, c'est pas des plages jojo, fait que c'est pas toujours l'orphelinat ne fit pas toujours avec ton trait de caractère et ces trucs-là, puis ils sont pas toujours capables de te contrôler selon ce que tu donnes. Là. Fait que, ouais, c'est sûr. Pour nous autres, tu dis des affaires de même, puis ça a l'air quasiment banal, mais tu sais. Quand ça t'arrive pas, c'est dur aussi des fois de ouais.
on niaise bien des fois qu'on est tough, des affaires la même, mais je me verrais mal vivre cette vie-là à partir de 10 ans, me faire poignarder, puis être dans la rue. Puis on est bien avec nos petits problèmes dans un sens. Là. Bien content d'avoir un toit quand j'étais jeune. Exactement. Un toit. Même si des fois il mouillait sur notre toit, on avait un toit. Bon, jamais arrivé, moi. Non, il n'a jamais mouillé sur ton toit. Tu as des chanceux sûrement dans la vie d'avoir vécu ça. Là. Ouais. Après ça, quand Ken Shamrock avait un peu remis de l'ordre dans sa vie, Bob Shamrock, qui était dans le fond un des oncles de Ken, il l'a adopté. Puis il avait changé son nom de famille. En fond, Bob Shamrock, c'est son vrai nom. Lui, il s'appelait pas Ken Shamrock, il s'appelait Ken Kilpatrick, excusez. Fait qu'il l'a changé pour Shamrock quand il est allé. Pourquoi il a changé? Kilpatrick, c'était écœurant. Ouais. Mais Shamrock avait changé son nom. C'est Shamrock qui a changé son nom de famille pour rendre honneur à Bob plus tard. Ah ouais. Peut-être pour oublier son passé aussi, peut-être un peu. Ça doit être, j'imagine. Ouais, c'est ça, exact. Recommencer à 9. Il commençait à 9 à quoi? Recommencer à 9, dans le fond. Ah, ok, je pensais à 9 ans. Je me demandais. Non, il y avait 10 ans, il ne pas 9 ans. Là. Après ça, comme tout bon lutteur professionnel, il a joué au football. Qui avait quand même des bonnes habiletés puis une bonne force physique, surtout au niveau des jambes. Là, Shamrock était très solide aussi sur ses deux jambes. Il n'était pas le gars le plus gros, là, évidemment, comme on peut penser à un joueur de football, on pense surtout à des gros gars habituellement, à part quand tu joues, mettons, running back ou quarterback, là, habituellement, tu es plus slim un peu. Par contre, Shamrock a eu une grave blessure à la nuque durant ses années universitaires par la suite. Fait que c'est quand même nice qu'il a repris sa vie en main et qu'il a réussi à avoir une scolarité malgré le fait que sa vie avait commencé un peu tout croche, non par sa faute non plus, peut-être plus par l'environnement qui avait été élevé. Donc, plus compliqué à ce moment-là. Ouais, mais ça prouve que si, mettons, t'es mindé à faire quelque chose puis t'as le vouloir, t'es capable de le faire si tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il n'y avait pas. Il n'y avait pas nécessairement. C'était pas des gros collèges parce qu'il n'y avait pas vraiment de scolarité. Là, fait que c'était pas. C'était vraiment des petits. J'ai dit université, mais je me suis trompé, c'est des collèges. Là. Donc, collège de San Diego, entre autres. Puis il y a même eu un try-out avec les Chargers de San Diego, plus jeune dans sa carrière, aux alentours des années 88-89. Fait que quand même pas rien là, pour un gars qui part de rien. Ouais, absolument. Ouais. Et évidemment, on connaît beaucoup Ken Shamrock pour tout ce qui est lutte WWF et MMA. Mais Ken Shamrock a été entraîné pour être lutteur professionnel avant de faire son début à la WWF puis dans la lutte qu'on connaît, puis avant de faire même la UFC. Il a été entraîné entre 88 et 93. Il a été entraîné avec Buzz Sawyer au Nelson Royal, puis Jimmy Anderson. Il avait fait le Royal North Carolina Coast Wrestling. C'est Atlantic Coast Wrestling Promotion. Puis il s'appelait Wayne. Comment? Wayne Torelli, c'est ça qu'il s'appelait? Wayne Shamrock. Wayne Shamrock, il s'appelait. Ouais, parce qu'il avait changé son nom déjà là, sur son baptistère. Là. Okay. Je ne sais pas si c'est un baptistère aux États-Unis aussi, j'imagine que oui. Je ne sais pas s'ils appellent ça de la même façon. Mais... Baptistère qui dit ça. Batista? Baptistère qui dit ça. OK. Je pensais que tu avais dit Batista, je trouvais ça plus drôle. Mais c'est correct pour moi. Dans ma tête, c'est Batista, fait que c'est correct. Désolé d'avoir. Non, c'est correct. Pas rencontré tes attentes. Ouais. Mes attentes sont souvent trop élevées, anyways. Après ça, Shamrock est allé du côté de la Georgie. Évidemment, c'est souvent là, hein, tout ce qui est Atlanta, Chicago, Georgie, New York, c'est tous les territoires qui ont fait de grands lutteurs. North Carolina aussi. Il a joint la South Atlantic Pro Wrestling, donc quelques temps. Puis il avait changé son ring name pour Vince Torelli quand il avait joint cette promotion-là. Et son nickname, c'était Monsieur Wrestling. Et puis, il était un méchant à ce moment-là dans cette promotion-là. Donc, on voit qu'il y a déjà un certain background, comme un 3-4 ans de background de lutte avant même d'avoir pensé faire de la UFC ou MMA, qu'on peut appeler ça. Mais ça a toujours été ma surprise. J'ai toujours pensé que quand il était à la WWF à l'époque, c'était genre son début dans la lutte. Mais non, il avait fait beaucoup de lutte avant ça. Fait que quand je l'ai su, je trouvais ça vraiment cool, pareil. Là.
Ouais, parce qu'il était quand même bon là, quand il est arrivé. Ouais. Il avait une bonne base. Puis, on peut comparer. La comparaison est super facile, mais avec Kurt Angle, là, où ce que Kurt Angle, lui, n'avait pas fait de lutte à part de la lutte olympique. C'est sûr que ça aide aussi pour un background puis pour le corps à corps. Là. Corps à corps avec toi. Corps à corps avec toi. Puis, mais c'est un autre ballgame. Lui, il avait vraiment appris à bumper puis à lutter là, la bonne vieille lutte comme on la connaît aujourd'hui puis à l'époque aussi. Après ça, il est allé, ça c'est fou pareil, c'est un gros fan de Dean Malenko, Ken Shamrock. Fait qu'au début des années 90, au milieu des années 90, il est allé au Japon où il va faire des tryouts pour la Universal Wrestling Federation. En fait, il a fait des tryouts au Japon. Après ça, il est retourné en Floride pour la Universal Wrestling Federation, qui est en Floride et non au Japon. Ouais. Donc, c'était une promotion un peu School Styles Promotion, là, avec des vrais strikes là, qui ressemblent un peu plus à MMA puis à ce qui se rapproche plus de ce que Shamrock va devenir par la suite. Souvent, il y avait des combats puis des événements organisés dans des bars où il y avait des. On peut comparer ça aujourd'hui un peu à ce que WWE essaie de faire avec les. On le veut NXT, nous autres, on enregistre la Underground. Là, on enregistre le lendemain d'NXT Takeover, pas Takeover, mais Vengeance Day, qui a eu un combat pas de corde un peu dans ce style-là UFC. Puis un peu comme la promotion de Natalia aussi se fait beaucoup connaître avec Bloodsport avec son nouveau personnage. Donc, Bloodsport, qui est évidemment une promotion qui fait référence aussi au film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme à l'époque les compétitions. Puis le gars qui own ça, c'est Josh Barnett, qui est un gars d'MMA aussi. Fait que... C'est ça, exactement. Un réputé nom d'MMA. Oh, oui, c'est un gros nom. Vraiment. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et après ça, Shamrock va continuer à grinder un peu le Japon. Il va aussi lutter pour la UWF, où il va reprendre son nom, Wayne Shamrock. Il va battre Yoshi Enjo, puis il va devenir populaire automatiquement. Puis il va être mis dans un combat contre Makakotsu Funaki. Donc ça, c'est le Funaki qu'on connaît, j'imagine. Ouais, j'imagine. Masakatsu Funaki. Comment il s'appelait le gars que tu as dit avant, qui est Kachu, là? Yoji Enjo. C'est où ce qu'il magasinait, lui? Aux Galeries d'Anjo. T'as oublié le petit... Ah, je suis trop loin, ça tente pas. OK. Fait que c'est ça. Donc, c'est ce qui va lui donner un nom aussi à travers la sphère de la lutte. Puis, son nom va commencer à circuler ici et là. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant pour sa carrière de lutteur qui va s'en suivre. Après ça, si on voit un peu plus du côté des mix martial arts, ce qui a rapport aussi avec le Japon, il va lutter pour le Pancrase ou le Pancrase Hybrid Wrestling. Ça, je l'ai dit tantôt, avec Funaki puis Minoru Suzuki aussi. Ouais. Et le nom Pancrase, ça vient d'un sport de combat aux Jeux olympiques antiques. Donc, et c'est quand même assez renommé du côté du Japon. Puis vous le connaissez, là, Minoru Suzuki, il est déjà venu lutter à Montréal, évidemment. Funaki, vous connaissez c'est qui aussi. Donc, c'est des noms qui nous disent un peu plus quelque chose aujourd'hui. Puis merci aussi, je ne le dis pas souvent, là, je vais les mettre over, mais merci à All Elite Wrestling que, pour ma part, en général, je connaissais la base, mais ils m'ont appris beaucoup à découvrir des lutteurs du Japon puis cet univers-là. Puis que ça m'a un peu plus intéressé. Mexique aussi, ils sont forts là-dessus. Oui, Mexique aussi à ce produit-là. Donc, puis tu sais, quand on parle de Mexique, on ne parle pas de AAA ou ce que oui, il y en a des lutteurs mexicains qu'on connaissait moins, mais c'est plus WWE. Là, du côté de la AEW, c'est vraiment le produit pur et dur là, du Mexique et du Japon. Donc, plus intéressant, j'ai pour son dire. Fait que c'est ça. Puis si on peut parler un peu de Pancrase, c'est ça. C'était plus du shootboxing, puis du shooto, que ça s'appelait, shootboxing, shooto. Puis en 98, les règles vont changer, puis ça va être désormais un peu plus proche des règles de combat libre, combat ultime. Donc, très intéressant. Pour les amateurs, évidemment, vous pouvez lire en long et en large sur tout ça parce qu'il y a des podcasts de UFC, il y a des documentaires sur Ken Shamrock et sa dominance dans ce sport-là un peu plus tard.
évidemment, on ne peut pas passer sous le silence la domination de Shamrock dans les MMA. À la UFC et juste la MMA avant que ce soit UFC. Ultimate Fighting Championship de 93 à 96, Shamrock a fait sa renommée là-bas. Évidemment, sa première rivalité de UFC était son combat contre Royce Gracie. Royce Gracie, quand je vous parlais que je ne connaissais pas beaucoup la UFC, mais Royce Gracie, c'est un des noms que je connaissais. C'est un nom connu aussi. Là, c'est lui qui faisait ses combats en tenue de judo, genre. Hein? Ouais. Pas en tenue d'Adam, mais en tenue de judo. Ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Donc, fait que c'est ça. Puis lui aussi, je ne me trompe pas, confirmant l'information qui ne change absolument rien, je pense que le gars de Royce Gracie, c'est le mari de Yves Thérèse. Voilà. Ah, pour vrai? Ouais. Mais c'est un bon complément d'information. Yves Thérèse qui était dans la division Diva à l'époque. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que la raison... Ken Shamrock a toujours été un fan de lutte, mais lui, il voulait vraiment faire de la UFC. C'est plus un shoot fighter, puis c'est un gars de rue. Là, fait que c'est vraiment ça qui l'attirait dans ce sport-là. Shamrock a fait une belle run à UFC, évidemment, comme tantôt, il a participé au premier tournoi pour éliminer au premier tournoi de la UFC que le UFC a organisé. Puis il a été éliminé par Royce Gracie. De là a parti la rivalité. Puis après son combat contre Gracie, Shamrock a été chaudement applaudi puis ovationné, ce qui a fait en sorte qu'il a gagné le respect du monde, même s'il a perdu le combat. Ça a été vraiment solide. Et un autre combat que moi, je me souviens avoir vu à l'époque, avoir entendu parler beaucoup, puis le nom va te dire de quoi, c'est son combat contre Kimbo Slice. Ouais. Évidemment, un gars que Dave, on parlait de Dave tantôt, là, Kimbo Slice, je pense Dave m'a donné ce nom-là sortait aux 2 secondes de sa bouche. Il parlait souvent de lui. La grosse barbe, là? Oui, c'est un gros black avec une grosse barbe. Là, puis, c'est un genre, là, il ressemble pas mal au Bafemi, mais plus gros puis moins en shape. Là. Donc, à l'époque, quoique j'aurais quand même pas aimé ça être dans un octogone avec lui, même pas pour lui donner sa serviette. Là. Non, même pas. Non. Quand j'ai dos non plus. Fait que ça, c'était très, très solide du côté de Ken Shamrock. Shamrock a été aussi dominant dans l'UFC parce qu'il a quand même eu 23 victoires, 5 défaites seulement. Puis c'était dans une époque où il y avait un petit peu moins de règles dans la UFC. Il n'y avait pas vraiment de catégorie de poids. N'importe qui pouvait se prendre quasiment contre n'importe qui. Là. Mettons, Kimbo Slice comme Ken Shamrock à UFC aujourd'hui, ça se pourrait pas. Là. J'ai déjà vu des combats à UFC dans le temps où il y a un gars de 300 livres contre un gars de 150 livres. Puis un gars de 150 livres le pétait facilement. Là. Ça n'avait aucun sens. Là, puis c'est pas toujours vrai que les plus gros sont les plus forts. C'est juste que s'ils te pognent, à un moment donné, t'es pogné là-dedans, puis il est gros, puis il tient, puis il frappe aussi fort que toi, c'est juste qu'il est moins rapide. Là. C'est ça. Mais bref. Shamrock avait eu une belle série de victoires. À un moment donné, c'était 5-6 victoires consécutives. Il était sur un roll pour ce temps-là du UFC, ce qui a aidé à faire sa renommée. Et la première défaite de cette série de victoires-là a été stoppée par nul autre qu'un gars qu'on va connaître beaucoup à WWF par la suite, M. Dan Severn. Les deux vont avoir une rivalité, puis les deux vont être... c'est les deux noms qu'on fait « Ah oui, dans le temps de la UFC. » Puis c'est quand même drôle aujourd'hui que Full Circle, la UFC et la WWE appartiennent à TKO, qui sont le même brand. Ouais, donc, ça fait du sens, hein? Ouais, mettons. Ben, en fait, moi, j'ai rien contre. Tout ça est parfait. C'est juste... Ce que j'aime pas, c'est la façon qu'ils font leur business, mais en même temps, je l'ai dit, c'est une business. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. Et il avait fracassé aussi un record de vente à l'époque pour les pay-per-view Ken Shamrock avec son affrontement contre Tito Ortiz, un autre gros nom du sport, évidemment, qui a fait beaucoup couler d'encre par la suite, puisqu'Ortiz avait été reconnu de dopage par la suite. Là, mais, à ce moment-là, je pense que pas mal tout le monde en prenait du dopage. Tout le monde se dopait là, à ce moment-là. C'était moins régularisé qu'aujourd'hui, de beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Puis bon, il n'y a personne qui a disparu comme Vince en 92, là, mais ça... Mais ça, je me souviens bizarrement de ça, Shamrock et Ortiz. Pas nécessairement pour les combats qu'ils ont fait en UFC, mais je me rappelle, je pense chez nous, j'ai DVD de ça, d'Ultimate Fighter Season 1, où c'est genre les deux coachs, c'est Shamrock et Tito Ortiz. Puis, je me souviens de ça, évidemment, Ultimate Fighter, c'est comme genre Tough Enough version UFC. Là.
Fait que, non, je me rappelle de ça beaucoup. Là, fait que c'est ça qui, souvent, quand je pense à Tito Ortiz et Shamrock, mais leur combat même un peu moins, mais quand même, je trouve ça cool d'avoir une petite light bulb qui flash dans ma tête quand j'entends ces deux noms-là. Là. Ben oui, écoute, c'est vraiment là. Puis, tu sais, là je vous donne des noms qui vous disent quelque chose, là, mais je vous donnerai même pas un tiers de ce que Ken Shamrock a fait dans les combats Mixed Martial Arts là, avec la UFC et d'autres. Parce qu'allez voir ça, là, vous pouvez juste aller voir sur Wikipédia si vous voulez. Là, la liste est longue puis longue. Il y a eu des gros combats d'envergure, là, Shamrock. C'était vraiment une des têtes d'affiche. Puis la WWF ne fait jamais rien au hasard. Là. Non. La WWF le sait très bien quand ils ont quelque chose sous la main et qu'ils essaient de profiter d'un. Comme aujourd'hui avec des Logan Paul et compagnie, là, c'est la même chose, sauf qu'à l'époque. Ça ne change pas. Et du côté de Ken Shamrock, ben, il a quitté la UFC, le monde des arts martiaux mixtes, en 1996, après avoir reçu une offre lucrative de la WWF. Puis la main reason pourquoi Shamrock a laissé tomber les Mixed Martial Arts, c'est vraiment parce que la WWF lui offrait plus d'argent. Puis, tu sais, à l'époque, la UFC, c'était pas très payant. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même dangereux. Tu te battais plus souvent qu'aujourd'hui. Puis, même aujourd'hui, à part quelques gros noms, c'est pas ça qui est plus payant là, comparativement à ce que tu peux gagner à WWE. Puis, si on peut comparer avec les autres sports, là, mettons, juste hockey, baseball, football, whatever, les montants qui sont, les sommes astronomiques qui sont données à ces athlètes-là, comparé à ce que des lutteurs ou des combats ultimes, tu sais. C'est des pinottes. C'est des pinottes, puis WWE, OK, il n'y a plus d'house show, mais demandez à n'importe quel lutteur indépendant qui fait de la lutte, tu les vois arriver, ils sont maganés, là, ils ont lutté avec pour que, tu sais, t'as pas ça avec le UFC, puis même le hockey, oui, t'es fatigué, mais t'as pas, c'est ça, tu tombes pas sur le coup. Là. Il n'y a plus d'house show, pour vrai? Il n'y a plus beaucoup d'house show, là, WWE, là. Il y en a de moins en moins, là. Hey, ça n'a pas de sens, man. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que Cody, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais Cody a pitché à WWE récemment de refaire des house shows parce qu'il disait que les gars manquaient de rep et que ça aidait aussi pour les nouvelles storylines. Tu sais, quand tu n'es pas habitué de te battre contre un gars, ben, tu crées la chimie dans les house shows pour l'amener dans ton. On a parlé justement, en fait, le review du house show de Montréal, comme quoi il faisait du rodage des matchs, comme le casquette match de Taker et Yokozuna, ils l'ont fait 15 000 fois avant le Survivor Series et Rumble. Ouais. C'est pour ça que c'est important des reps, comme tu disais pour Cody, mais c'est vrai que ça manque un peu. En même temps, c'est encore plus physique qu'avant, fait que qu'ils aillent juste à travailler sur les shows normales aussi, ça peut peut-être les aider dans le long terme. Là. Ouais, c'est. Ben, je trouve ça poche de dire ça parce que je sais que c'est pas le cas, mais mettons tu luttes à WWE, j'ai l'impression que c'est moins demandant que lutter à All Elite. Oui, tu as plus de choix à WWE, mais c'est plus safe comme lutte. Là. Tu peux faire un match plus boring entre parenthèses, même si on sait que tu prends n'importe quel bomb, ça fait mal. Là, que ce soit juste un hip toss ou un takedown, ça fait mal pareil. Même quand ça a l'air anodin, souvent ça ne l'est pas. Exact. Ken Shamrock a fait quand même une entrée fracassante à la WWF après avoir. Puis, attends, avant de. Ouais, j'ai jumpé le Billy Gunn un petit peu. Là. Le surnom de Most Dangerous Man n'était pas à la base quelque chose que la WWF avait choisi puis qui voulait vendre des t-shirts avec. C'est ABC qui avait donné le surnom pendant les combats ultimes. Évidemment, diffusés sur ABC. Fait que WWF a pris au bon ce nom-là. Puis après ça, ben là, oui, ils l'ont mis partout ses posters, partout ce qu'ils pouvaient le mettre pour essayer de faire de l'argent avec son nom. Oui, dont en dessous ce qu'on est sur YouTube. Mais le pire, c'est que ça a marché parce que, oui. attends, tu me dis Ken Shamrock, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui oublie beaucoup dans la vie, mais je sais tout de suite que c'est son surnom. Ça vient automatiquement, tu sais, c'est Marky, là. Fait que ça a vraiment marché pour notre génération. C'est comme si tu dis Steve Austin, tu vas savoir que c'est Stone Cold. Là. Même si tu te rappelles de rien pantoute, tu vas savoir que c'est ça. Ben oui, c'est ça. Stone Cold, c'est Boston. OK. Parlons-en de Stone Cold Steve Austin. Non, attends. Parlons-en de Stone Cold Steve Austin qui affrontait Bret Hart à WrestleMania 13 dans un combat vraiment que change. Puis ça, tu sais, à l'époque, je me disais toujours, pourquoi Shamrock était là? Il ne sert à rien. Mais dans ce combat-là, ils ont fait le double turn, qui était quand même quelque chose d'assez, comment je pourrais dire ça?
C'est pas rien faire un double turn. Là. Dios? C'est très idiot, mais c'est pas rien faire un double turn. Il faut que tu saches, faut que les gars soient bons et que le timing soit parfait aussi. Là. Ouais. Puis justement, en parlant de double turn, c'est ça la grosse rumeur ce temps-ci avec Trick et Sami Zayn à WrestleMania. Parce que ça va arriver. Ça marcherait, j'aimerais ça. Ben, je sais pas pourquoi Trick est ill pour commencer. Là. Ça, c'est une autre histoire, là, mais en tout cas. On peut débattre longtemps de ça, là, mais en même temps, tu sais, quand tu arrives avec un manteau de fourrure, des bijoux, des lunettes de fumée, c'est. Ouais, ben, c'est pas grave, ça, il est cool. Ouais, mais je pense que c'est le fait d'être cool qu'à Star, tu peux pas être ill ou babyface, parce que n'importe qui peut être ill ou baby. Ça, c'est à cause de la NWO et DX. Ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Là. Surtout plus NWO. Là. Ah ouais? Ben, NWO, c'était avant DX. Là. Ouais. Il y a quand même 1 an et demi. Là, fait que... ouais, j'avoue. On va dire NWO. Bon. Fait que c'est ça. On verra si ça va arriver, mais j'aime ce qui arrive dernièrement. C'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Évidemment, il y en a qui boudent parce qu'ils voient juste le big picture, mais il y a plus que ça. On en reparlera mardi. Ben, on en a déjà parlé mardi, on en reparlera des managements qui vont venir. Jusqu'à que ça se fasse. Fait que Shamrock va débuter comme arbitre spécial du combat entre Austin Bret Hart dans le match de WrestleMania 13. Ce qu'il voulait peut-être un peu plus être un enforcer. C'était une bonne idée à l'époque de l'amener dans ce combat-là, à froid de même? Ben oui, c'est un I quit match. I quit, c'est qu'abandon, c'est pareil comme UFC techniquement. Là. Mais pas pareil, mais c'est des similarités. Mais sinon, je trouve que c'est parfait là-dessus. Là. En plus, il a quand même fait une affaire après le match qui est important pour son personnage plus tard, puis pour encore plus planter le couteau dans le double turn. Là. Ouais, ben c'est ça. Comme tantôt, je te disais, là, c'est déjà faire un double turn, c'est quelque chose. Là, en plus, tu t'amènes un gars qui n'a jamais été là avant, arbitre spécial, un gros rôle à jouer. Après ça aussi, il va avoir un gros rôle à jouer. Fait que c'est beaucoup dans le même match. Moi, des fois, j'ai l'impression less is more, mais force d'admettre que dans ce cas ici, c'était correct. Puis la carte de WrestleMania 13 n'était pas si remplie que ça non plus. Là. Mais à part la fin, il ne fait pas grand-chose pour dire que c'est Ken Shamrock qui est là, c'est le gars du MMA. Ils font dans le paysage pas mal plus que beaucoup de referees aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il aurait mérité d'arriver tout seul ou bien c'était correct de l'emmener juste dans un rôle plus effacé? Ben, techniquement, c'était pas sa première apparition. Il a fait une couple d'apparitions à Raw un peu avant. Il a fait taper Billy Gunn avec l'ankle lock. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Là, mais non, mais je trouve que c'est parfait comme c'est pas pour le faire débuter dans un match, c'est la meilleure affaire que tu aurais pu faire là-dessus. Là. OK. Ouais, quand même d'accord avec ça. Évidemment, comme tu dis, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, après le match, quand Brett s'est attaqué à Austin puis qu'il vargeait sur Austin, Shamrock a été un peu plus physical avec Brett, puis il l'a carrément pris par la taille, puis il l'a enlevé, puis il l'a poussé. Puis je sais qu'on en a parlé souvent des pops dans le monde de la lutte, mais allez écouter le pop que Shamrock a eu quand il a juste tassé Brett, là, ça valait de l'or. Là. Puis quand je parlais que c'était bon pour le double turn, c'est parfait parce qu'il enlève Brett, puis Brett, techniquement, c'est un babyface. Fait que le babyface, il n'aura pas peur de se battre contre un gars qui l'a piché à terre, là. Mais Brett, il back off, puis il s'en va. Comment tu veux plus annoncer que le gars est rendu ill que ça? Ouais, chicken shit. Ouais. Exact. Puis tu mets un peu de sympathie avec Austin aussi. Mm-hmm. En même temps, tu sais que déjà, il avait la face plein de sang. Fait que déjà, la sympathie était là parce qu'il n'a pas abandonné, mais ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas. Puis si tu un arbitre normal faire ça, c'est pas qui aurait enlevé Bret Hart de Stone Cold. Là, ouais, il y a ça. Ouais. C'est un peu comme quand Foley était arbitre des LNSL. Il y avait une raison pourquoi il était là. Exact. Et Shamrock a dit dans un shoot interview un peu plus tard que Brett et Austin avaient été très ouverts à ses idées, que même il avait amené des idées pour le combat, puis ils l'écoutaient, ils ont pris des idées de temps en temps, puis tu sais, il était très facile à travailler, puis c'était des gentlemen, puis des vrais professionnels. Bon, encore là, pas surpris là-dessus, c'est deux gars que leur sport veut dire beaucoup. Là. Qui avait le business à cœur. Puis je pense que Brett aussi, il y avait beaucoup d'affaires à dire sur Shamrock, là, vu que c'est un de ses bons amis, puis qu'en plus, il y avait d'autres entraîneurs au Dungeon aussi, là, Ken Shamrock, un petit peu avant ça. Là, avant son match contre Owen, oui, il est allé. Non, mais je veux dire, avant ça, quand il était commencé à WWF, il allait au Dungeon pour s'entraîner pour apprendre un peu plus le basics que d'autres choses. Même s'il avait déjà appris ça un petit peu avant les années 90, mais quand même, ça l'a aidé à solidifier sa technique de lutte, mettons. Là.
Ouais, je l'ai dans l'histoire un peu plus tard. Il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Là, fait que, Ouais. mais oui, tu peux pas demander mieux que d'apprendre avec les Art en partant. Là. Fait que, Ouais, exact. puis ça fit avec le style de Shamrock aussi. Là, c'est plus ground. Là, fait que ça fonctionne très, très, très bien. Le premier match de Ken Shamrock va avoir lieu à Cold Day in Hell. Oui, le fameux pay-per-view qu'on a reviewé il y a quelques années que TJ n'en est toujours pas revenu. Pay-per-view de marde. Pourtant, on en a fait bien d'autres bien pires après. Ouais, mais c'est ça le bon match à la carte, c'est celle-là. Fait que... Bon, c'est pas vrai, ça. Ben, le main event Austin contre Taker était pas mal poche, là. C'était boring. Triple H contre Goldust, c'était bon. C'était pas Triple H contre Goldust, me semble. Ah non, c'était... Attends, c'était qui contre qui, Triple H? Triple H, c'était contre Flash Funk, je pense, ce soir-là. Ah oui, Flash Funk, ouais, t'as raison. Ouais, parfait, puis, ça. il y avait le premier affrontement de Mankind et The Rock, là, quand il était Rocky Maivia. Ouais. C'était pas mauvais, c'est juste que c'était flat, là. Ouais, c'est ça. C'est un match de Raw, là. Parlant de gars qui est pas flat, son premier affrontement, c'était contre Vader. Ouais. Et ils sont allés full force, surtout Vader, qui est allé un peu plus dans le... Ben, on connaît la réputation de Vader, là, il n'y a pas de grande surprise là-dessus. Lui, il est allé avec des strikes. Il s'est dit que Shamrock, c'est un ancien combattant de l'UFC qui frappait pour vrai. Fait que on va y aller réel. On va frapper. Mais en fait, c'est plus le contraire qui est arrivé. C'est Shamrock qui était extra stiff avec Vader. Puis Vader, il a calmé un peu avec une coupe de coups sur le bord de la table. Oui. Oui. Mais c'est ce que Vader a fait. Mais Vader, après ça, tu sais, même avec Shamrock, parce que Shamrock, c'est un peu normal aussi que quand tu es lutteur, faut que tu places tes coups pour que ça rentre, mais qu'en même temps, tu fasses pas mal. D'ailleurs, je t'en reparlerai hors d'onde, mais j'ai été témoin de ça en fin de semaine passée, que 2 gars qui se tapent sa gueule puis que ils ont comme oublié d'arrêter. J'imagine que c'est Mathis puis Picton. Moi, j'ai vu l'aftermath, puis c'est comme, hey, tu m'as fait mal. Hey, toi aussi. Ouais, mais c'est parce que tes kicks rentraient. Ben, justement, c'est pour ça que je t'ai refait mal. L'orgueil de lutteur. Tu sais, quand t'es mauve, site, là, à cause des kicks, là. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Anyway. Mais oui, c'était ça. Bravo pour la bonne réponse. Ding, ding. T'es bon dans les quiz, même quand ça compte pas. Ouais. J'étais où avec ça? Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, il avait replacé Shamrock, parce que comme tu dis, mais Shamrock, il avait de la misère à placer ses kicks, ses coups de façon à ce que ça soit pas fake, parce qu'évidemment, il y a eu quelques années dans l'UFC, même s'il avait lutté avant, ça faisait longtemps. Là. Fait il fallait se réajuster. Puis, l'impression qu'il s'est dit, il connaissait sûrement la réputation de Vader, puis il s'est dit, bah, au pire, il va me refrapper, mais apparemment que ça n'avait pas dérangé Shamrock de se faire frapper par Vader, qui était bien à l'aise avec ça, puis que c'était cool, c'était réel, puis les deux n'étaient pas en chicane vraiment. Hein. Pour vrai, si t'es un gars que tu vas débuter avec que Vader peut bien se taper dessus, c'est un gars comme Shamrock. Là. Ouais. Les deux, ça ne leur dérange pas de se frapper. Ben, les boys, ça va être bon. Ouais. Je vais en reparler un peu plus tard, mais pendant la première année de Shamrock, ils ont quand même eu quelques affrontements, puis une petite rivalité aussi au cours de l'année avec la Hard Foundation, entre autres. Là. Fait que je vais revenir là-dessus dans pas long. Évidemment, comme tu disais tantôt, Bret Hart a été un mentor important pour Ken Shamrock à partir du combat évidemment, de WrestleMania 13. Là, j'ai dit évidemment, hein, ça fait 5 fois que je le dis. On n'aimeront pas ça. Let it go. Let it go, évidemment. Fait que c'est ça. Et, bien sûr à la place. Bien sûr. Et il l'a fait amener au dojo, il l'a entraîné, il l'a pris sous son aile. Donc, toute sa run jusqu'à temps que Bret parte, c'est vraiment. Jusqu'à temps que Bret parte, Shamrock était sous l'aile de Bret Hart, puis il a vraiment comme expliqué les ficelles de la business, de où ce que c'était rendu par rapport à quand lui a commencé. Fait qu'il a vraiment donné beaucoup de son knowledge, puis de ses connaissances, de tout ce qui entoure la lutte à Shamrock, que selon moi, ça a grandement aidé Shamrock dans sa carrière, puis surtout dans sa rivalité plus tard contre Rocky, que je trouve qu'il a comme tiré son épingle du jeu à ce moment-là, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Après ça, malheureusement, pas longtemps après, on parle qu'il a débuté en 85. En 97, il y a eu le fameux, évidemment, l'incident Screwjob de Montréal. À partir de ce moment-là, quand Bret était parti, Shamrock était un peu peinturé dans un coin parce que c'était le grand chum de Bret. Shamrock allait rester à WWE à ce moment-là. Puis bon, encore une fois, dans un shoot interview, Shamrock a dit qu'après ça, il a comme perdu son push parce que Bret était parti, que c'était son chum, puis que ça a créé un peu d'aminosité avec eux autres. Mais ce qui est vrai et qui n'est pas vrai, parce que Shamrock dit que, selon lui, il aurait pu être champion de WWF si Bret avait resté.
pas en désaccord avec ça, mais je pense pas que ça allait bloquer Shamrock pour son push après, parce qu'il y a eu des belles affaires, Shamrock, par Ouais, la c'est suite. ça. Il n'a pas gagné vraiment de Big One, là. Un peu quand même, on en parlait tantôt, mais, Ouais. mais je trouve pas que. Oui, ça l'a peut-être pas aidé, genre behind the scenes, peut-être, parce qu'il était pas un Ouais. membre de la clique, puis il était genre du côté de Brett que Sean, évidemment, il a kické out. Là. Mais non, je peux croire peut-être que les affaires qu'on ne sait pas, backstage aussi, qui verront jamais le jour, peut-être. Là. Mais côté in-ring, côté storyline, il était quand même solide après ça, quand même, pareil. Là. J'ai quand même l'impression que juste cette partie-là, si Brett serait resté en heel, je pense que Shamrock aurait pu battre Brett pour le WWF title éventuellement dans le line. Absolument. Ça aurait été un bon combat aussi, là. Wow. Ça aurait pas été pire que genre contre le Patriote, mettons. Là. Ça aurait été crissement meilleur que contre le Patriote, ouais. Puis, ben, quand je disais que c'est pas vrai, ben, un mois plus tard, il y a eu un combat de championnat contre Shawn Michaels à In Your House des Generation X. Combat qui est terminé par DQ, classique WWF style. Donc, mais un combat qui n'a pas passé à l'histoire nécessairement. C'était pas bon. Mauvais, pas bon, mais c'était correct. C'était bon, sans plus. C'est Dios. Ouais. Sa plus grosse rivalité dans l'histoire a été évidemment contre Rocky Maivia, j'en parlais tantôt. Pour moi, la marque que Shamrock a laissée dans la lutte professionnelle, c'est sa rivalité contre Rocky Maivia. C'était le premier gros show de The Rock aussi. Il y a une couple d'affaires avant, mais la vraie storyline, c'était avec Ken Shamrock. C'est ça qui a commencé The Rock, qui l'a propulsé. Oui, exact. Rocky Maivia. Puis en même temps, il était tellement baveux que là, t'amènes un gars qui peut te casser la gueule n'importe quand. Fait que le personnage de The Rock fit avec un gars que, bon, s'il t'attrape, t'es mort, mais s'il t'attrape pas, tu peux continuer à running your mouth un peu. Puis parlant de running his mouth, aller voir les promos de The Rock sur Ken Shamrock à l'époque, c'était quand même du bonbon. Puis je le dis souvent dans le podcast, mais moi, c'est ma période préférée du Rock. Il y en a beaucoup, là, mais pour moi, c'est ma période préférée du Rock of all time. Ses débuts, puis en tant que champion intercontinental éventuellement. Là. Vraiment, vraiment été bon. Le premier combat, il a perdu contre The Rock. Après ça, évidemment, l'affaire qu'on a parlé le plus souvent, je pense, avec Shamrock et The Rock dans toute notre vie ensemble, c'est vraiment le combat de Royal Rumble 98 et la fameuse fin où Shamrock gagne le combat, mais qu'après ça, il y a un reverse decision parce que The Rock avait caché le point américain. Ça, ce qui est arrivé, c'est que la Nation est arrivée pour faire une distraction, puis le Shamrock était tout pété. Puis à un moment donné, il a frappé D'Lo, puis il avait comme le pied pogné dans les cordes, avec l'arbitre était pogné avec D'Lo en train d'essayer de le déprendre. Pendant ce temps-là, le Rock a pris un point américain. Il a frappé Shamrock avec, il a essayé de le piner. Là, il a fait, évidemment, après ça, il a piné 1-2 kick-out. Après ça, Shamrock fait juste une belly-to-belly suplex, il pin 1-2-3, il se fait une belly-to-belly suplex, puis tout. Là, pendant que Shamrock s'élève, le Rock, il est comme assis, puis il même fait tu dans ce culotte, il a mis quelque chose. Le Shamrock, il ne sait pas. Fait que l'arbitre il faut dans ses culottes, fait c'est quoi ça? Je sais pas. Puis là, évidemment, il rend la décision. Puis après ça, Shamrock, il pète les refs, puis c'est ça, c'est malade. Tout ça, en plus, là, c'est pas le fun parce que c'était mon chum Miyakiki Kyoda qui était le referee de ce combat-là en plus. Ouais, puis c'est lui qui a mangé un ankle lock à la fin, mais pour vrai, c'était tellement créatif comme fin. Je suis sûr que pas mal sûr que c'est une fin de Memphis, là, cette affaire-là qu'ils ont déjà faite avant. Là. Parce que le Rock, justement, il était entraîné là-bas avec Jerry Lawler quand il était Flex Cavana avant d'arriver à WWF. Fait que c'est juste le finish de Memphis que Lawler il a montré, puis il a fait non, ça c'est hot. Puis nous autres, on l'avait refait à NWE avec toi, puis je pense que c'était Matt O'Neill, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, puis c'était toi et Mathieu qui est arrivé pour la distraction. Puis c'est toi qui était le pied d'un code ou c'était Mathieu? Ouais, peut-être, je sais pas, là, je me souviens pas, mais. Mathieu était pogné d'un code, puis il a fait le même finish. Là. Une chaîne de. Ah oui, c'est Mathieu qui s'est pogné le pied d'un code. Ouais. Puis nous, on avait pris une chaîne, par exemple. Puis lui, il l'avait mis dans mes shorts, mais l'affaire, c'est que. Mais il n'a pas été capable, il est comme tombé, fait que je la mette moi-même sans que le monde en regarde. Ouais. C'est pas grave. C'était qui le ref? C'était sûrement Big Frank, là? Non, c'était Dave avec sa casquette. Ah! Pour vrai? Oui, sa casquette à l'envers, noire. C'était pour la North American, hein, ça? Ouais, on a fait la même affaire à la fin. Je l'avais frappé, puis j'avais fait la prise du petit poulet. Mais ça, c'est quelque chose qui se ferait aujourd'hui, puis ça marcherait encore, là. Ben oui, ils l'ont pas déjà fait, amener ça. Sûrement. MJF l'a pas déjà fait, cette affaire-là? Possible. Ouais, ça te dit de quoi, ouais. T'as pas avec Wardlow, justement? Peut-être, ça se peut. OK.
Fait que c'est ça. Et évidemment, il y a ça. Et les deux vont avoir un autre rematch à WrestleMania 13. Non, pas WrestleMania 14, excusez, l'année d'après. WrestleMania 14, où ce que Shamrock avec The Rock avait le sang dans les yeux. Puis, c'est drôle parce que c'était un peu comme le WrestleMania 13 où ce que Shamrock était arbitre. C'était Brett qui tenait Austin dans la prise avec le sang. Là, c'était Shamrock qui tenait Rock avec le sang dans la prise. Puis Shamrock n'a jamais lâché la prise, fait que la décision a été renversée, puis malheureusement, le Rock a fini par gagner le combat. Je trouve que c'est là qu'il c'est a une bonne échappé fin, moi. Shamrock. C'est là qu'il a échappé. Ouais, il aurait dû gagner la belt à WrestleMania cette fois-là. Il aurait dû gagner. Tu penses? Ouais, pour vrai, là, c'est le meilleur moment pour faire ça. La feud aurait pu finir là, puis Shamrock aurait eu la belt. Après quoi, il a commencé quand même la feud à quoi au mois d'octobre l'année d'avant. Quand même 6 mois qu'il feud. Que The Rock garde la belt encore une fois de même sans qu'il y ait de finish avec ça, je trouve. C'est là qu'ils ont perdu Shamrock, à mon avis. Là. Ouais, mais le finish était tellement nice. Tu sais, pour une fois que. Ouais, mais c'est correct. Mais c'est encore, ça va encore à l'affaire du face Epic qui sait pas les règles, mettons. Là. Est-ce que. Je dis ça de même, là, puis tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que ça dépend toujours de ce que tu crois comme. Puis ce qui t'intéresse, là. Mais est-ce que, mettons, si Shamrock aurait pu gagner la belle contre The Rock, il continue, The Rock, il joue dans la tête un peu, puis ils font ce finish-là dans le dernier match, puis The Rock récupère la ceinture, puis après ça, tu sors Shamrock du picture? Ben, il faut que tu fasses ça, mettons, si tu dis que l'autre peut gagner la belle par disqualification, la fin de même. Là. Ouais, c'est ça, pour être une stipulation spéciale, là, c'est sûr. Là. Ouais, tu pourrais faire ça, mais je pense que je sais pas comment qu'elle peut faire après WrestleMania pour ça, mais je trouve que c'est là qu'ils ont chopé Shamrock. De ne pas faire gagner la belt après avoir chassé pendant 6 mois. Ouais, mais en même temps, leur plan, c'était Rock, c'était pas Shamrock. Là. Ouais. Ça fait le loser un peu, je trouve, d'un gars qui chase pendant 6 mois, puis en bout de ligne, ne gagne pas la feud, puis il gagne pas la belt. Là. C'est un peu comme, à plus petite échelle, c'est comme un peu Bray Wyatt là, qui parlait tout le temps sa big game, puis qu'à toute fois, il perdait tout le temps ses gros matchs. Là. C'est ça, comme une année, on a compris. Ben, ça l'a tué. Ouais. C'est ça. Voilà. Littéralement. Ouais, je voulais pas aller là, mais. Non, mais moi, je peux y aller, là, mais. Je veux dire, l'affaire, c'est que. C'est correct que tu perdes, mais à un moment donné, tu peux pas toujours perdre non plus, à moins que tu sois un comedy wrestler, puis que ça tu sais, Metal Austin pourrait perdre 1000 fois, R-Truth pourrait perdre 1000 fois, puis c'est correct, là. La fois qu'ils vont gagner, ça va juste être mémorable, mais un gars comme Shamrock, surtout Shamrock, qui est c'est un badass, le gars le plus dangereux, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Évidemment, après ça, il va y avoir aussi Farouk qui va se faire kick out de la nation par The Rock, puis il va combattre la nation de la domination, qui va être un peu aidé par un petit moment avec Shamrock aussi, qui va naviguer un peu dans ces storylines-là, mais en étant un peu un afterthought, là, parce que il était déjà passé à autre chose. Là, un gars pour compléter les chiffres, mettons. Là. Ouais. Mais, tu dis qu'ils l'ont échappé, mais est-ce que c'est vraiment là qu'ils l'ont échappé? Parce que en 98, plus tard, Shamrock va participer au tournoi King of the Ring. Il est trop tard. Je pense pas, moi. Il est trop tard. C'est 3 mois trop tard de le mettre over pour ça. Puis en même temps, quand tu sais vraiment ce qui s'est passé par après, puis l'échiquier du King of the Ring, là, c'est un des pays gagnants ever. Non, je sais, mais tu sais, là, il va battre Kama, il va battre Mark Henry, il va battre Jeff Jarrett aussi. Donc, par contre. Je suis pas d'accord. Il bat Jeff Jarrett, mais ce que le monde veut vraiment savoir, c'est Jeff Jarrett, là. Ça s'écrit comment? Ça se prononce comment? Je me rends là. Okay. Mais on prononce Jeff Jarrett. J-E-F-F. J-A-R-R-E-T-T. J-E-F-F. J-A-R-R-E-T-T. Donc, tu couches avec, il est toujours à côté de toi, Jeff Jarrett. Il est devant moi. Hein, Ultimate Warrior, Bret Hart, puis mon bonhomme de Jeff Jarrett. Et ce que j'ai dit après, c'est que il va battre The Rock en finale du King of the Ring pour remporter le King of the Ring. Fait que là, toi, tu dis qu'il est trop tard. Par contre, là, il bat The Rock en finale du King of the Ring. T'es pas obligé de le mettre contre The Rock après, mais cette victoire-là du King of the Ring pourrait le propulser ailleurs après. Ouais, mais ça l'a pas fait. Je sais, mais dans le fond, tu l'as échappé 2 fois. Ouais. Mettons, tu l'as échappé au Rumble, tu dis OK, on va essayer de le récupérer. King of the Ring, il gagne. Bas Nation, bas Jarrett, bas Rock. Là, tu peux. Ben moi, le fait qu'il gagne le King of the Ring, c'est comme genre pas un cadeau pas de participation, là,
Mais tu sais, pour dire, oh, t'aurais peut-être dû gagner à WrestleMania, mais t'as voulu un petit cadeau, un petit bonbon en échange, là, voici le King of the Ring. Mais je pense que ça aurait été mieux de gagner l'Intercontinental de Rock après 6 mois que de gagner King of the Ring qu'en bout de ligne aboutisse à rien. Là. Quoi que c'est facile à dire après, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il aurait pu faire de quoi après, là, mais il l'a pas fait. OK. Mais ouais. Je pense que si tu veux vraiment, puis que tu es créatif, puis on sait que, ben, surtout dans le monde de la lutte, il y a bien des affaires qui se décident dernière minute, puis il y a bien des affaires qui se décident parce qu'il y a de la politique, puis que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas, là, qu'on ne saura jamais. Là. Mais je pense que quand tu veux vraiment récupérer quelqu'un, puis que tu veux être behind la personne, tu peux le faire. Peu importe. Il faut juste que tu t'arranges pas, puis WWE voulait pas. C'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, oui, Shamrock était bon, mais quand tu regardes les main eventers de l'époque, là, The Rock, Stone Cold, Mankind, Undertaker, c'est tout du monde qui ont beaucoup plus de charisme que Ken Shamrock. Là. Fait que c'est dur de le mettre en top spot. Là. Shawn Michaels. Des fois, tu es juste au mauvais moment. T'es là au mauvais moment, en fait. C'est un peu comme quand tu dis, mettons, hey, tu sais, quand moi je pense que Sami Zayn devrait être champion aujourd'hui. Mais là, pour être champion, il faut que tu battes Cody Rhodes, il faut que tu battes Drew McIntyre. Ça, c'est faisable. Là. Mais après ça, tu as Gunther, CM Punk, Roman Reigns. Rollins, Orton, Fatou, tu sais, du monde de même. Là. Mais après, c'est le même que tu crées les stars. Je veux dire, si tu as 6 gros noms, puis ces 6 gros noms, tu peux pas avoir d'autres champions qu'eux autres, ben tu te crées un trou à un moment donné, puis tu es obligé de faire revenir des gars de 60 ans pour lutter. Tu ne crées pas de nouvelle star, ce qui était un des plus gros problèmes de la WWF depuis genre Forever, quasiment. Là. Forever, ouais, solide. Tu sais, ils finissent par le faire, mais c'est long. Là. Mais souvent, quand ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Ouais. C'est ça. Reigns n'a pas été. Quand ils ont décidé que c'était lui la nouvelle star, ça n'a pas marché tout de suite. Là, ça a été long. Là. Ben, ça a pris 5 ans avant qu'ils deviennent qu'est-ce que le monde aimait. Fait que... Facile, ouais. Plus que ça. Bref. Ouais, plus que ça, même. Ouais. T'es généreux, 5 ans. Quasiment 7-8. Ouais. 2015. Ah. Ouais, 2015, quand il a gagné le Rumble, ça faisait encore 8. Il n'a pas commencé plus de bonheur que ça? Ouais, 2012. C'est ça. Fait que 2012, mettons, ça a pris quasiment la pandémie pour. En fond, là, ça a pris jusqu'à temps qu'ils reviennent de la pandémie puis avec Paul Heyman. Là. Ouais, that's it. Ça a pris ça pour qu'il soit over, puis encore là, il était over en heel. Fait que, tu sais. Ouais, exact. Par contre, comme tu as dit tantôt, ben, il n'y a pas eu de suite vraiment à tout ça, mais ça nous a quand même donné 2 gros matchs avec le frère de l'autre, évidemment, le frère de son mentor, Owen Hart, où ce que les deux vont avoir des combats assez diversifiés, des matchs qu'on n'a pas vu souvent. Inusités. Un match qui était présenté directement au dojo de la famille Hart, un match qu'on a couvert, ça, TJ, dans nos podcasts, évidemment. Oui, avec Fully Loaded. Exactement. Et aussi le combat Lion Death Match qui avait lieu à SummerSlam, un combat qu'ils ont voulu faire un peu pour donner que ce soit le match à Shamrock qui venait de la UFC, de l'Octogone, qui ont essayé quelque chose pour essayer de vendre le nom de Shamrock à travers ça, puis de leur faire devenir un peu plus un gars qui pouvait battre n'importe qui était dangereux. Il l'a eu contre Owen à SummerSlam. Plus tard, on va l'avoir contre Blackman et aussi contre Vince McMahon. C'est un combat que j'avais complètement oublié. Je sais qu'on en a reparlé récemment, là, mais avant qu'on en reparle, j'avais complètement oublié ce combat-là, genre forever. Là. Mais c'était à Raw, là, la Enzen contre McMahon? Ouais, c'était à Raw, ça. Mais j'avais quand même oublié le combat là, qui avait déjà existé. Là. Tu sais comment il avait gagné? Vince McMahon? Non, je me souviens pas de ça. Jeff Jarrett a donné un coup de guitare à Shamrock puis Vince l'a piné. C'est encore mieux. Ouais, c'est ouais, fait que c'est ça. Et ça n'a pas vraiment marché, je me répète, mais ça n'a pas marché la stratégie que la WWE voulait faire pour revenir aux bonnes vieilles, au bon vieux King Shamrock. Par la suite, il va comme un peu se perdre dans tout ça. Ben, souvent, quand tu peux pas. Ben, ça, c'est plus tard, là, mais avant qu'il y ait ce combat-là contre Vince McMahon, il va joindre la Corporation et plus tard l'Union aussi, en
98 et 99, évidemment. Je dirais qu'on dit souvent, évidemment. Il va tourner heel au mois d'octobre 98. Il va gagner la ceinture intercontinentale qui était vacante à ce moment-là, en battant X-Pac dans une finale d'un tournoi à 8 personnes. On parle souvent à W quand il y a des tournois. Ils disent Okada, c'est le meilleur tournament wrestler ever, mais Shamrock aussi gagne des tournois. Là. Ouais, il en a gagné pas mal. Quand je regarde ça de même. Là. Exact. Puis en plus, il a gagné ce tournoi-là, mais il avait aussi participé au Deadly Game Tournament pour le titre vacant de la WBF au Survivor Series. Chose qu'on avait parlé avec le bon vieux Vince Russo quand il est venu au podcast l'année passée. Il a perdu contre son vieux vieil ennemi Shamrock. Exact. Ben, Shamrock avait contre Shamrock? The Rock, excuse. The Rock, ouais, ok. Il y avait Rock dedans, il y avait Rock dedans, mais j'ai dit Shamrock. Je me souviens pas qu'il y avait un clone. Je pensais que c'était juste Jim Carrey qui avait ça. Ah oui, c'était Wayne. Okay. Wayne Shamrock puis Ken Shamrock. Ah, c'était Wayne. C'est bon, ça. Il avait battu Goldust dans la première ronde du tournoi pour le titre WWF Deadly Game. Et comme tu dis, ouais, il a perdu contre The Rock aussi. Puis là, en fait, c'est la soirée d'après que Shamrock a joint la corporation de Vince McMahon. Oui, parce qu'il voulait péter Bossman, parce que c'est lui qui avait lancé le Nightstick que The Rock avait attrapé pour le faire perdre. Là. Fait que, il voulait se battre contre lui, puis c'est arrivé. Non, on a le même genre d'enfance difficile. Là. On n'a pas eu de père, nous autres. On n'a pas eu de père les deux, puis on s'est fait amuser. Ouais, non. On peut te donner de quoi que tu n'as jamais eu dans ta vie, une famille, puis évidemment, il a joué en corporation après ça. Le soir même. Exact. Et éventuellement, il va finir par défendre son titre nouvellement gagné intercontinental à Capital Carnage contre Steve Blackman, le Lil Whippin' Steve Blackman. Si on parle de Corporation, on parle aussi du bras droit de Vince McMahon dans la Corporation, le Big Boss Man à l'époque, son garde du corps, je dis bras droit, mais plus garde du corps. Ouais. Dans une run quand même assez intéressante du Big Boss Man à l'époque, on avait beaucoup aimé, toi puis moi. Il est malade. Et les deux vont remporter le championnat par équipe de la WWF. Donc, évidemment, vous n'êtes pas dupes là, quand il y a un clan qui se forme quelque part, habituellement, il y a tout le temps les équipes qui se ramassent toutes les ceintures ou presque. Là. Puis Shamrock était dual champion en même temps. En ce temps-là, il y avait la Continentale puis la tag. Oui, il y avait les deux. Oui, exactement. Fait que c'est-tu le premier double champion de l'histoire? Non, il y en a eu d'autres avant. Non. Ben, Sean, avant ça, il y avait l'Européen puis ouais, c'est vrai. La World. Puis To Do With Attitude, chez Diesel aussi, il y avait. Ouais, mais ça n'a pas été officialisé, ça. C'était... Ah oui, t'as raison. Ouais. Mais là, avant les années 80, il y en a plein, là. Et tantôt, quand je vous parlais que il avait affronté Vader au début dans sa rivalité, la Hart Foundation, il va avoir une rivalité un peu différente alors qu'il va affronter les nouvelles coqueluches, les New Age Outlaws en Billy Gunn et Road Dogg, évidemment. Gros match qui avait eu lieu à Rock Bottom in Your House. Et le lendemain, à Raw, il y avait un autre combat aussi entre Shamrock et Big Boss Man contre les New Age Outlaws pour le titre. Puis, c'est là que tu disais tantôt qu'il avait été un champion, un double champion. Ouais. Et l'histoire entourant aussi sa sœur, Ryan Shamrock, qu'à un moment donné aussi, il y avait eu des rumeurs comme quoi que c'était une des raisons pourquoi Shamrock avait quitté la WWF à l'époque. Je vais y revenir tantôt vers la fin. Finalement, c'était pas ça. Là. Ça n'avait aucun rapport avec ça, mais ça n'a peut-être pas aidé dans l'histoire, mais ça n'avait pas rapport vraiment. Fait que si tu veux l'expliquer en gros, vite, Ryan Shamrock, j'ai pas grand-chose à dire sur elle, mais ça peut donner un complément d'information. Ben, la storyline, c'était qu'il y avait une fille qui était ma première rangée à un moment donné, puis les guns, puis que Val Venis avait fait des affaires dessus, puis Shamrock à tout fois, il arrivait pour les péter parce qu'on savait pas pourquoi au début, puis on s'est rendu compte que c'était sa sœur, puis tout. Fait que ça a fait une grosse storyline avec ça. Elle a sorti avec Val Venis, puis ça a amené à une grosse rivalité avec les trois dans le temps du Rumble, puis ça a été Massacre aussi. Puis à Mania, c'est ça, il était dans le même match les trois. Là. Non. C'était un four-way avec Goldust. Ouais, mais non, Shamrock. Non. Shamrock, Venus, Goldust, puis. Billy Gunn n'était pas là, c'était Road Dogg à sa place. C'était Road Dogg, ouais. On en a parlé il n'y a pas longtemps en plus de ça. C'est quand Vince Russo a fait le switch de Billy Gunn à Division Hardcore, puis Road Dogg a été en continental, juste pour le fun de même, parce que c'était un swerve. Là. Correct, là. C'est pas comme si tu avais changé. Non, c'est pas correct, là.
Tu fais Ben, une storyline non, mais. tu fais une storyline pendant un mois et demi avec une affaire, puis à la dernière seconde, tu switches pour l'autre Ouais. affaire. C'est pas. Je comprends, le swerve, mais c'est cave. Là. Swerve? Non, pas Non, Swerve, you know. Strickland. Nous, à Star, lui, il veut manger un genre de merde. Ah, ouais, c'est vrai, là, il est ill et puis tu l'aimes plus. Non. Tu le boudes. Je boude. Hey, ça va être un sale pay-per-view, pareil, hein, je te casais à la carte, là. Ouh! Ça va être Shocking. Ben, Shocking. ouais, mais dernièrement, les matchs, les marquee matchs étaient moins, mais là, Ouais, ça va être solide. là, ils sont en train de me dire gentiment de rester à la maison et de prendre ça relax. Prends-toi un chocolat chaud puis écoute la lutte. En plus, j'en ai acheté. Fait que c'est ça, tu en as parlé tantôt, va un peu batailler avec ces lutteurs-là pour l'Intercontinental au début des années 80, au début de l'année 99. Puis après ça, ben gentiment, il va se faire kick out de la corporation, puis il va commencer une mini-rivalité avec Undertaker pour la Ministry of Darkness. Évidemment, avec toute l'affaire du kidnapping de Ryan Shamrock, dans le temps que Shamrock faisait Stephanie McMahon quand il voulait faire le sacrifice avec tout ce truc-là. Parce que ça, c'est l'affaire avec le Higher Power, là, que Vince avait kidnappé sa propre fille. Puis il avait dit à Shamrock, avant qu'on sache que c'était lui le reveal, que d'aller aider sa fille. Puis il avait été dans le basement, puis il avait trouvé Stephanie avec le petit logo dans le front de. Ça, c'était malade. Mais la fois aussi qui était hot, c'est que avant qu'il aille dans le basement pour aller chercher Stephanie, il y avait genre un bloodbath de The Brood. Puis quand les lumières sont allumées, ben, il y avait genre tout le sang sur lui, puis il y avait Christian dans l'ankle lock, puis il disait où Stéphanie? Puis l'autre disait dans le basement! Ça, c'était malade. Christian a ses cheveux longs en plus, c'est fou ça. Christian le snitch. Tu sais ce qui est arrivé à Christian après ça? C'est quoi qui est arrivé? Ils l'ont pas kické out de la Brood ou. Non, Taker, il avait accroché dans les airs, puis il donnait des coups de trappe à Christian. Puis, je me souviens pas de ça. Puis il voulait qu'il le mette sur le symbole, puis là, The Brood, ils ont genre fait fuck off, puis ils ont commencé à attaquer la Ministry of Darkness là, pour aider Christian, puis ils ont sorti du groupe ensemble, les trois. Là. Je me souviens pas de la strap, faut que je recheck ça ce segment-là. Je te l'enverrai. Faut que je recheck ça, ça va trop me faire rire. Wow. Ouais. Christian qui se fait strap, alright. Ouais. Puis les deux vont, évidemment, après ça, Shamrock va faire un babyface turn, puis ils vont avoir un combat Taker contre Shamrock à In Your House Backlash. Là. Dans ce temps-là, c'était In Your House, mais c'était pas un des plus gros combats. Non, c'était pourri. Heureusement. Taker, c'était pas sa meilleure période du côté match. Le côté personnage, il était cool, mais match-up, il n'y avait pas des gros matchs dans ce temps-là. Ouais, mais il était comme genre. Il luttait un peu genre style MMA pas mal. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il avait fait avec Shamrock l'affaire parce qu'il voulait faire un combat style MMA. Mais tu sais, quand t'es un Dead Wizard qui fait des sacrifices en buvant le sang du monde, faire des prises de jambes, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour un match de lutte. Ouais, non, c'est ça. Ouais, exact. Après s'avoir fait kick out, après ça, évidemment, il y avait une rivalité avec la Ministry of Darkness et Shamrock avait besoin d'aide. Donc, c'est là qu'il va former l'union, formée de lui, Big Show, Mankind et Tess, qui vont se battre un peu contre la Corporate Ministry. Pendant vraiment pas longtemps, par contre, là, ça a duré quoi? Attends, ça c'était WrestleMania, ça. Je pense que ça a duré un mois. L'union. On avait déjà parlé de ça. C'était pas 4-5 semaines, genre, maximum? 2 mois, je pense. Ouais, pas plus que ça. Ouais. Parce qu'ils sont rendus. Ils ont battu, en fait. Ils ont battu la Corporate Ministry à Over the Edge qui est au mois de mai. Ouais, t'as raison, 2 mois, à peu près. Ouais, c'est mois avril, mai, juin, début juin que ça s'est séparé parce qu'après ça, Shamrock a eu son match contre Jeff Jarrett, sa rivalité. Puis après ça, c'était sa rivalité qui amenait jusqu'au mois d'août à SummerSlam. C'est là qu'il s'est battu contre Steve Blackman dans le Little Weapon match. Il a perdu contre Steve Blackman dans ce combat-là. C'était le Lion Death match avec les objets accrochés en haut de la cage. Là. Ouais, c'est tellement ça. Mais c'était du 3 mai au 7 juin. Fait que c'est un mois et 3 jours. Et 4 jours. Fait que, t'imagines? En même temps, c'est drôle qu'ils appellent ça l'union, puis c'est un clan, mais c'était vraiment plus 4 gars qui sont ensemble pour battre un clan. Là. Je sais pas pourquoi ils ont donné un nom à ça. À moins qu'ils pensaient le garder. Puis... C'est une union, là. Oui, mais. OK. Peut-être qu'ils se sont dit, hey, on va vous mettre les 4 ensemble, vous allez former l'union. Un mois plus tard, non, c'était une union, mais vous n'allez pas rester ensemble.
Mais c'était un affaire de Rousseau, là, genre pour faire des acronymes là, un peu. Là. Parce que l'union, ça voulait dire, dans le fond, c'était comme up yours. Dans le fond, c'est Union of People You Ought to Respect Son. Fait que c'est ça l'affaire. Ouais. C'est comme PMS, Pretty Mean Sisters, quand c'est pas ça vraiment. Le titre, le Terry Invitational Tournament pour Vince Rousseau. Là. Tellement épais. Je trouve ça un peu drôle, là, mais c'est correct. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Puis, après sa défaite à SummerSlam, il va y avoir un nouveau Chris Jericho qui va débuter à la fin 99. Puis malheureusement ou heureusement, ils n'ont pas pu vraiment continuer avec la mini-rivalité qu'ils voulaient faire parce que, évidemment, pourquoi j'ai dit évidemment? On dirait à ce temps que je le check. C'est correct, c'est pas grave. Jericho était avec Mr. Hughes à l'époque, là, qui était un peu son garde du corps, si on veut. Là, non, je pense qu'il n'était pas encore Mr. Hughes, c'était Stephen Cole qui était avec lui. Pour vrai? Ouais. Parce qu'il y a eu un match Mr. Hughes contre Shamrock. C'est pas là que Shamrock s'est fait blesser à la tête, qui a donné des kicks à la tête. Peut-être, ça se peut que ce soit genre une couple de semaines après l'attaquation à SmackDown qu'on va faire la semaine prochaine. Ouais. Avec Jericho qui est pogné dans la cage, puis que Shamrock essaie de le pogner dans la petite cage de Shark. Là. Tu t'en souviens-tu de ça? Ouais, puis il porte pas un stock d'hockey, genre Jericho, genre des sortes de Buffalo. Là. Ouais, c'est malade. C'est malade, cette bout-là. Malheureusement, ça n'a pas donné suite. Puis ça, c'était un autre des rumeurs là, que c'était une des raisons pourquoi Shamrock était parti à cause qu'il avait été blessé par Mr. Hughes et qu'il n'a pas été capable de se remettre de ça. Mais connaissant Shamrock et son toughness, tu sais. Ouais, ça aurait aimé. Ces rumeurs-là ont été shut down assez rapidement. Là, puis même il y a peut-être un shoot interviews qui avait dit c'est no disrespect vraiment. Le gars, il était green et tout, mais genre, non, c'est pas à cause de lui que je suis parti. Là, ça n'a pas rapport. Là. Puis malheureusement, pas longtemps après, ça n'a pas pu continuer parce que Shamrock a quitté la compagnie. Puis, tu sais, la vraie raison que lui a donnée, c'est parce que, dans le fond, il s'ennuyait de sa famille, il manquait tous les entraînements, les rendez-vous importants de ses enfants, puis tout ça. Puis, combiné à Shamrock, ce qu'il voulait vraiment faire dans la vie, c'était de la UFC puis du combat ultime, mais WWF lui donnait une option de mettre de l'argent sur la table plus facilement pour sa famille. Fait qu'il avait choisi cette option-là, mais qu'éventuellement, dans sa tête, down the road, c'était sûr qu'il n'allait pas rester à WWF forever, puis qu'il allait vraiment continuer. Il veut vraiment continuer à faire du mixed martial art, puis bref, essayer de revenir dans ce giron-là, puis de passer plus de temps avec sa famille. Fait que ça serait ça les deux raisons les plus valables et non, Mr. Hughes qui n'a pas rapport et Ryan Shamrock, la storyline. L'inceste, là. Ouais. L'inceste qui n'a probablement pas aidé, qui était vraiment pas le fun, sûrement, là, à faire, évidemment, là, ou à vouloir faire. Ce qui est weird là-dedans, c'est qu'il sortait avec Ryan Shamrock behind the scenes. Là. C'était pas sa vraie sœur, là, c'est sûr que. Non, mais il sortait avec, c'est sa blonde. Ouais. Ouais, ça. C'est encore plus weird dans ce temps-là. Peut-être pour ça que Vince s'est fait dire hey, tu sors avec, on va faire ça, brother. Come on, pal, kiss her on TV. Stéphanie voulait pas, on va le faire, tu vas le faire toi et lui, ça va. Oui, attention, parce que d'ici la fin de l'année, il va revenir, Vince. Ça serait fou, ça. Je veux pas, mais en même temps, je veux. Ouais. Le train wreck. Moi, je veux. C'est pas Vince McMahon, je veux qu'il revienne, c'est Monsieur McMahon. Ouais. Tu sais. Contre qui tu le mettrais? Attends, là. Non, il lutte pas, là. Non, il luttera pas. Ah non, il lutte pas, là. Mais Monsieur McMahon, première apparition en TV, qui tu le fais intervenir contre? Je sais bien pas. J'ai aucune idée. Jelly Roll? Non. Ah non. Que ce soit un gars du main roster, là. Je sais pas. Cody, genre. Punk? Cody. Ah, peut-être Punk, ouais. Ou sinon Cody. T'as juste l'histoire parce que j'étais parti, pal. Ce serait malade. Ton père est à l'enfer. Mais non. Punk, ça serait malade, par exemple. Ouais, ça aurait du sens. Mais je pense pas que Punk accepterait. Quoique je dis ça, mais à Star Punk a vendu son âme, comme tu dis. Ouais, dans une coupe de 1000, puis va le faire. Moins que ça, même, je te dirais. Ouais. Après son temps de WWF, Shamrock a essayé de revenir dans les combats ultimes, essayé de UFC, il y a eu des ententes. Après ça, ça fonctionnait pas trop long. C'était pas vraiment ce que lui voulait faire. Il a fait une couple d'apparitions dans les indépendants aussi, dans les wrestling shows indépendants. Il est allé avec la Ring of Honor. Évidemment,
là, je le dis évidemment parce que ça a raison d'être. C'est le premier champion de la Total Non-Stop Wrestling en 2002. 2002. Fait que, puis ça l'a aidé par la suite à avoir un autre combat UFC, un autre combat MMA en 2002, là, Shamrock, à cause de son apparition à TNA. Fait qu'il était du premier. Ouais, justement, contre Tito Ortiz, justement. Fait que ce qui s'avait vendu aussi. Ça a fait un bon pay-per-view buy rate aussi. Là. Mais, ouais, premier champion de TNA, premier show de TNA. Je trouvais ça weird à l'époque, mais avec du recul, c'est pas un mauvais move dans le sens où ça faisait quoi, 2 ans-ish, plus 2 ans qui n'était plus vraiment actif dans la lutte. Il y avait encore son nom, puis c'était encore quelqu'un qui pouvait attirer des gens de l'œil sur un pay-per-view, puis tu sais, une nouvelle compagnie, c'est ce que tu cherches en premier. Oui, tu veux vendre ton produit qui est différent, mais tu as quand même besoin de ces noms-là qui font bouger les grilles niveau ratings. Shamrock en était un. C'est correct, c'est pas un mauvais premier champion. Là. C'est pas le meilleur, mais c'est pas un épée non plus. Là. Ben, je préfère quand même lui qu'R-Truth comme champion, non? Ouais. Puis, j'ai eu une question. Est-ce que tu sais qui éliminait en dernier tout pour gagner la belt dans le. Je pense que c'est un gauntlet for the gold, là, ou c'est un Rumble gauntlet un peu, là. Qui éliminait à la fin pour gagner la belt? C'était pas Lance Hoyt? Non, c'est un bon guess, mais non, c'était Malice, qui était l'ancien The Wall à WCW. Malice. The Wall, brother! It's the Wall, brother! Ça me donne le goût de manger de la crème glacée quand j'entends ça, Malice. OK. En tout cas, lui, il n'y a aucune malice en lui. Non, il n'y a aucune malice. Ouais. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire, tu continues. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc, non, ça n'a pas été une grosse run à TNA. Là. Ben, tu sais, entre 2002 et 2009, là, c'est pas mal ça qu'il a fait. Là. Il a fait Ring of Honor. Il a même lutté contre Bryan Danielson à Ring of Honor. Oh, ouais, cool. La même année qu'il avait lutté contre, qu'il avait gagné le titre TNA, il avait lutté contre Danielson puis Loki. Loki qui avait été dans le roster original aussi de la TNA à l'époque. En 2004, il s'était battu contre Sylvester Turkey à la Ultimate Pro Wrestling. Donc, ça. Puis il avait même battu en Californie dans le Inoki Dojo. Il avait fait un combat contre Shinsuke Nakamura en Californie. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Donc, c'est quand même, tu sais, on pense pas que Shamrock aurait pu faire ça, mais il a quand même lutté contre Danielson puis Shinsuke Nakamura là, dans les indépendants, là, les deux étaient plus jeunes. Là. Il n'a pas lutté contre Brock au Japon, on a fait le même, ça se peut-tu? Ou bien je pense à Nakamura, peut-être. Mais... Ouais, tu te trompes. Ouais. Il a lutté à Costa Rica contre Carlito. Il avait attaqué Carlito, ça c'était en 2013, il avait lutté contre lui. Puis il avait été, dans les indépendants, il avait lutté à Juggalo Championship Wrestling. Puis il avait battu Jimmy Jacobs, puis Dan Severn, qui était l'arbitre spécial. Dan Severn, qui était, évidemment, on en a parlé tantôt dans sa run WWF et UFC. C'est quand même random de battre Jimmy Jacobs avec Dan Severn comme arbitre, puis Blad contre Danielson, puis Shinsuke Nakamura. Je sais pas. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est une run intéressante de Indie. Shamrock avait dit aussi qu'il avait tenté par la suite de revenir avec la WWE à plusieurs reprises, mais ça n'avait pas fonctionné. La WWE n'était pas tellement intéressée, que de part et d'autre, c'était compliqué pour les négociations. Malgré weird, que je comprends pas pourquoi. Il a ramené plein de monde payé que lui, puis je sais pas pourquoi lui ça marchait pas. Peut-être qu'il avait peur qu'il parte pour la MMA peut-être après, je sais pas. Même à ça, je veux dire. Ouais, c'est ça. Tu aurais pu avoir quelque chose d'intéressant. Puis par contre, il a été dans les jeux vidéo de WWE, même après qu'il soit parti. Là, il y a quand même un peu des apparitions ici et là. Fait que, quand même intéressant. Est-ce qu'à ce jour, il y a un Legends Contract, sûrement? Je pense pas. T'es sûr? Non, j'ai pas vu qu'il y avait un Legends Contract. Attends, là, je peux juste vérifier. Ils viennent de sortir, pas ici, là, mais ils ont sorti le 3-pack avec Austin, Bret Hart et Shamrock de WrestleMania 13. Fait que sûrement qu'il y a un deal avec eux autres. Ils ne peuvent pas faire ça s'ils n'ont pas de deal, me semble. Ouais, j'imagine, mais moi, il n'est pas dans mes notes. Fait que, on pourra vérifier et le rajouter comme complément d'information sur les pages. Mais pour vrai, j'ai pas vu ça passer nulle part. Fait que, ça se peut. Quand même bizarre, là, honnêtement. Attends un petit peu, là, j'ai comme perdu ma note à cause de ça. Bon, je me suis perdu. Ah ben.
Fait que c'est ça qui est ça. Je suis perdu. Ce qu'on appelle la pancarte là, avec le petit bonhomme qui tient la main de la madame là en haut, la pancarte rouge. Là. Oui, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu l'appelles. OK. C'est fait. Non, OK, c'est bon. Elle n'est pas là. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais tantôt, c'est qu'en 2004, il va revenir du côté de la TNA par la suite pour une brève apparition. Là. Il avait été dans un tournoi aussi. C'était-tu justement le Gauntlet for the Gold? C'est Je fort me trompe possible. pas. Ouais, c'est fort possible. Attends un petit peu, je vais te le dire dans un instant. C'était Gauntlet match. Non, c'était un Guitar on a Pole match. What? OK. Ouais, c'est ça. Ma mec qui est dans ce combat-là. Je sais pas, hein? Honky Tonk Man. Puis après ça, il a fait quelques apparitions en Australie, Japon, des petites affaires de même ici et là. Il revenait à Impact en 2019. Ça, je ne me souviens pas de ça, pas en tout. Ouais, puis il a même été en rivalité avec Moose. Oh, oui, je me rappelle. Ça avait commencé ses médias sociaux. Ouais, c'était quand même cool pour vrai, cette affaire-là qui s'est revenue random en 2019. Là, genre quasiment 17 ans après qu'il a gagné la belt là-bas. Là. Mm-hmm. Et tantôt, je parlais de la UFC, vu que c'est un original. Ben oui, il y a eu une rivalité avec Tito Ortiz entre 2002 et 2006. Il y a eu un combat avec Ortiz. En fait, y a-t-il un combat? Il n'a pas eu le combat. Il y a eu un combat, mais c'était. Ouais, ça avait été UFC 40. Puis les deux se tiraient à pipe un peu sur les réseaux sociaux. Puis ça avait été très loin, là, Ortiz puis Shamrock. Là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça avait été médiatisé. Il a été là aussi, Ultimate Fighter saison 3. Il a été un des coachs avec Ortiz, justement. Pour mousser. J'avais tantôt, là. Je t'ai parlé tantôt. Pour mousser la vente de ça. Puis le deuxième combat, le troisième combat entre Ortiz et Shamrock a eu lieu en 2006, 10 octobre 2006. Il a été battu par KO, par Tito Ortiz. Donc, le combat a été arrêté par l'arbitre. C'est pas mal ça. Shamrock a tenté également de poursuivre la UFC. Puisqu'il disait que la UFC, il devait de l'argent, qu'il n'y avait pas été, il n'y avait pas eu l'aide de la UFC pour tout ce qui est le médical, tout ça. Puis finalement, c'est lui qui a payé à la UFC, il a perdu sa cause dans ça. Puis il a aussi perdu dans un tournoi, ça c'était post-UFC, je me souviens pas, c'était International, c'était la IFL, International Fight League. Il avait perdu un combat contre un gars qu'on connaît très bien, Bobby Lashley. Oh, dans un combat MMA. They love you, Bobby. They love you, Bobby. Donc, c'est un peu ça qui entoure la carrière de Ken Shamrock, de ce qu'il a fait pretty much. Mais il a été inducté au Hall of Fame de la TNA, right? Ouais. UFC aussi, right? UFC, TNA. Ouais. Puis c'est drôle parce que TNA, je pense que c'était pas The Rock qui avait fait son introduction. Ouais, c'est vrai, ça avait fait couler pas mal d'encre parce qu'on disait The Rock à TNA. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Puis, fait que si il n'est pas dans le WWE Hall of Fame, Ken Shamrock, mais pour vrai, je serais pas surpris que ça s'arrive bientôt, cette affaire-là. Là. Même que cette année, peut-être. Je lance ça de même, là, mais peut-être. Puis si ça arrive, ça va être le seul gars dans l'histoire d'avoir été dans le UFC Hall of Fame, WWE Hall of Fame, puis TNA Hall of Fame. Fait que quand même un bel accomplissement pour lui. Là. Une belle feuille dans le chapeau. Ouais. Il a quand même eu un impact majeur partout où il est passé. Tu sais, premier champion de l'histoire de TNA. Après ça, WWF contre The Rock. Il a quand même été champion intercontinental. Quand même fait de grandes choses en peu de temps. Il a eu un impact. Puis UFC, il a été dominant. Donc, ouais. Pas rien. Il a fait ça avant Brock Lesnar. Puis Brock Lesnar a été dominant en UFC, WWE, mais l'autre, il a quand même TNA dans l'histoire de la TNA à tout jamais. Donc, bravo à Ken Shamrock, l'homme le plus dangereux du monde. Ouais, une belle carrière quand même, même s'il n'a pas gagné 15 000 affaires. Là. Mais pour vrai, non. Puis c'était une figure importante là-dessus d'Era. Là. Pour vrai, il avait sa place il était dans probablement la plus grosse époque de la lutte ever. Là. Fait que voilà, Ken Shamrock,
Puis dans le ring, t'es pas mauvais non plus, t'es très bon. Fait que pour vrai, là, j'ai des bons souvenirs de Ken Shamrock pour vrai. J'ai pas rien mal à dire vraiment sur lui en Ouais. tant que lutteur. Moi, je suis bien carrière. content de Ken Shamrock. Sa rivalité contre The Rock. Quelqu'un qui est en train de mourir ici. Je pense qu'elle est rentrée dans sa zone. Ouais. Fait que je vais te laisser finir pour la fin du podcast pour nos rendez-vous. Puis avant ça, Ken Shamrock, la biographie est maintenant dans le rétroviseur. On On appelle coupe mon son, je te laisse finir pour le reste. Parfait. À tantôt. Fait qu'évidemment, Ken Shamrock, la biographie du mois de mars. Fait qu'évidemment, mois d'avril, on ne vous l'a dit pas encore, c'est une surprise. Mais allez voir le dernier podcast qu'on a fait la semaine passée. In Your House, Triple Header, le combat de championnat. Les combats de championnat intercontinental, World et Tag Team dans le même combat avec Diesel et Shawn Michaels et Two Dudes with Attitudes contre Yokozuna et Owen Hart. Techniquement, Owen Hart et Yokozuna. Bref, allez voir ça. Et la semaine prochaine, on fait le review du premier SmackDown qui compte, qui n'est pas un pilote. Le 26 août 99, avec un main event, pas Ken Shamrock, mais The Rock contre Triple H avec comme arbitre spécial Shawn Michaels. Et on termine le mois de mars avec TNA Unbreakable 2005 ou 2006, je mélange les deux, 2005-2006. Bref, avec le combat Triple Threat entre. Merci. Avec. Pourquoi j'ai Ken Shamrock dans la tête parce qu'on vient de le faire. Avec le Triple Threat avec Christopher Daniels, AJ Styles et Samoa Joe. Et aussi sur la carte Raven contre Rhino dans un Monsters Ball match ou dans le. Je pense que c'est ça, ou bien un combat Last Man Standing. Et bien sûr, n'oubliez pas, à travers la table, tous les mardis, 20h30, sur YouTube, Twitch et Facebook, avec un invité spécial cette semaine qu'on va voir, comme on l'a dit tantôt. C'est un invité qu'on va faire l'entrevue avant et qu'on va diffuser live, sans que ça soit live, mardi à 20h30. Ne manquez pas ça, soyez les nôtres. Parfait. Donc, TJ, merci. On se revoit bientôt, mesdames, messieurs. Puis ça a été un plaisir de la biographie de Ken Shamrock, l'homme le plus dangereux du monde. Yes, sir. On se voit la semaine prochaine. On se voit mardi et dimanche prochain. Et d'ici là, c'est très important, n'oubliez pas la maison. Arriba!